Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On l'a d'abord longtemps pensé en route pour Audi, on a ensuite cru qu'il pouvait y avoir une ouverture chez Mercedes ou chez Red Bull, on a après cru vraiment que c'était fait du côté d'Alpine, et finalement, après 6 mois sans siège pour la saison 2025, Carlos Sainz a choisi, il va rejoindre Alexander Albon chez Williams. Un beau choc, un joli coup et quand même une surprise quand on se replace dans le contexte de l'avant-saison et même à Monaco, quand les rumeurs sont sorties pour la première fois, beaucoup s'étaient moqués et pourtant aujourd'hui, c'est à mes yeux un transfert qui fait sens. Voyons tout ça ensemble. Déjà, comment en sommes-nous arrivés là? Sainz est libre depuis février, il est un des tout meilleurs, voire le meilleur pilote libre sur le marché. Il a pu discuter avec tout le monde et pourtant on a dû attendre 6 mois et à la fin, il n'a pas obtenu de siège dans un top team. Il y a bien eu une piste chez Red Bull où il a espéré un départ de Verstappen pour tirer le gros lot ou bien tirer une place à ses côtés dans un rôle bien différent dans celui que l'équipe réserve à Pérez, c'était sa condition. Mais Red Bull, on le sait, ne veut pas ou ne peut pas changer son système. Sainz est finalement presque trop fort et trop influent pour eux en l'état. Cela ne pouvait donc pas se faire. Dommage clairement pour Red Bull, peut-être qu'à un moment donné, ils s'en mordront les doigts, ils ont laissé passer Carlos Sainz. Et pour Mercedes, eh bien, le fit avait énormément de sens puisque Carlos était le meilleur pilote libre et Mercedes était sa meilleure option sportive à moyen, court et long terme, mais voilà, on le sait depuis le début finalement, il y a un trop gros décalage des envies, des besoins entre les deux parties. L'Espagnol veut un gros rôle et un contrat assez long, sauf que Mercedes ne peut pas lui donner ça. Déjà parce que son profil est peut-être un petit peu trop similaire à celui de George Russell, il y a besoin peut-être d'autre chose, mais surtout parce qu'il y a un éléphant dans la pièce. Andrea Kimi Antonelli, il est le futur de Mercedes dès 2025 ou bien juste un peu après, dans 1 ou 2 ans. Résultat, il barrait clairement la route à Carlos Sainz à un moment ou un autre, car c'est lui qui est dans la tête de Toto Wolff. Sans l'Italien, l'association Sainz-Mercedes était évidente et la signature aurait pu se faire quasiment après le départ d'Hamilton, mais Mercedes ne peut pas remplacer Lewis par le gars qu'il vire en allant chez Ferrari et elle a besoin d'un truc plus grand, plus symbolique. Mine de rien, c'est aussi un petit rappel de la réalité pour Carlos Sainz, c'est aussi une des conclusions de cette longue séquence mercato pour lui. C'est un gars du haut de la grille, reconnu très largement pour d'excellentes qualités, mais voilà, ce n'est pas un Top Gun, un meneur, un des 3, 4, 5 patrons de la grille que tout le monde peut s'arracher. Du coup, une fois l'option Aston Martin complètement bouchée et l'idée As évacuée, puisque je pense qu'il n'a jamais envisagé d'y signer, eh bien le choix devait se faire entre Alpine, Sauber, Audi et Williams. Et honnêtement, aujourd'hui, à l'été 2024, dur de dire lequel de ces choix sera le meilleur, puisqu'on aura un début de réponse et un début seulement qu'en 2026. Mais il faut dire quand même que le pauvre Carlos, il n'y avait pas de choix idéal finalement. Il est obligé de rejoindre une structure de la deuxième partie de tableau. Et dans les 3 cas, il y a des points d'interrogation et ça reste une forme de pari. Concernant Audi, longtemps cela semblait être le match parfait. Premier choix, projet riche et ambitieux, un constructeur qui a gagné partout, qui a des liens avec la famille, qui offre la possibilité d'être le leader d'une potentielle grande force, mais rien ne s'est passé comme prévu, comme depuis qu'Audi a annoncé qu'elle rentrerait en Formule 1. Pour moi, Audi a fait une erreur en pressant Carlos à faire un choix alors qu'il lui restait encore plein d'options sur la table et que les rumeurs concernant l'équipe devenaient de plus en plus négatives. En fait, c'était une pression qui n'était pas crédible et donc Carlos a logiquement refusé, attendant potentiellement mieux, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les négociations se sont rompues puisqu'on n'a plus jamais entendu de rumeurs. Au-delà de ça, il a sûrement été refroidi par ce qu'il voit du côté de Sauber, qui est bel et bien un obstacle sur le chemin menant à Audi. Y signer, sacrifier une saison dans le prime de sa carrière, exactement l'inverse de ce qui est recherché par Carlos, qui n'a pas le temps d'attendre. Impossible pour un gars qui gagne des courses cette saison de faire un énorme pas en arrière comme ça et de rejoindre une équipe qui a tant de soucis structurels. Cela changera en 2026, mais en Formule 1, même avec l'appui d'un groupe comme Audi qui a gagné partout et qui est immense, et même avec un changement de réglementation, on ne change pas tout d'un jour à l'autre. Sauber devait être la fondation d'Audi, or ces fondations font peur, voilà, il n'y a pour l'instant rien de construit. On sait aussi que les moteurs sont pour l'instant durs à fabriquer, c'est un véritable saut dans l'inconnu. On sait que l'usine d'Inwil n'est pas la plus sexy, on sait aussi que le recrutement de personnel est difficile en ce moment pour Audi. Bref, la marque allemande ne donne absolument aucune garantie et on l'a dit, est un saut total dans l'inconnu. Si ça ne marche pas,
comme la F1 va super vite, ça peut mettre fin à ta carrière, ou en tout cas au bon momentum où était la carrière de Carlos Sainz jusqu'à présent. Un gars du fond de tableau malheureux dans son équipe comme Ocon, ou un gars qui est plutôt sur la fin de sa carrière et qui cherche à tenter un pari comme Hülkenberg, eux peuvent aisément aller chez Audi, ils ont peu à perdre, mais pour Sainz qui est dans son prime et qui n'a peut-être jamais eu une cote assez haute qu'actuellement, c'est absolument impossible de faire un tel pari. Audi, c'est gros risque, gros gain potentiel, mais je dirais surtout que c'est gros risque pour l'instant. Les équipes de tête sont bien installées, il va être dur de s'y faire une place et la taille des incertitudes est peut-être un petit peu trop grosse. On parle aussi d'une équipe qui, certes, est grande ailleurs dans le sport auto, mais n'a jamais fait de Formule 1 et va devoir construire son propre moteur, ce qui est le plus dur en F1. Voilà, c'est presque de l'inconscience que de se dire « allez, je mise tout sur eux ». Il regrettera peut-être ce choix s'il s'avère payant et qu'Audi gagne des courses en 2026 ou 2027. En plus, il aurait eu un statut, un rôle et un salaire qu'il n'aurait sûrement jamais pu retrouver ailleurs. Si Audi gagne, eh bien c'est sa meilleure chance d'être champion du monde en Formule 1. Mais je suis d'accord avec lui en me disant qu'aujourd'hui, ça paraît tellement improbable qu'il a raison de privilégier des arguments rationnels que l'on peut voir dès aujourd'hui. Et donc, le refus me semble logique. Et il est également un camouflet de plus pour Audi qui les accumule. Concernant Alpine, on ne s'attendait pas à un rapprochement, à ce qu'il puisse potentiellement signer Carlos Sainz, mais tout a changé avec l'arrivée de Briatore qui a des bons contacts et qui a dû promettre à la famille Sainz un cocon plein de très bonnes conditions pour lui et qui lui a aussi vendu la perspective des moteurs Mercedes qui viennent régler un des gros soucis d'Alpine. C'est pour ça que Carlos a apparemment retardé sa signature avec Williams qui de base pouvait se faire du côté de Barcelone. Mais bon, finalement, il a rechangé d'avis et a refusé l'équipe française. Pour les Bleus, ça aurait été un véritable miracle de se retrouver avec Carlos Sainz quand on voit ce qui se passe dans l'équipe depuis 3-4 ans. Ils ont mis plein d'arguments sur la table pour le convaincre, mais donc ça n'a pas suffi et c'est logique. Rien de ce qu'il se passe dans l'équipe ne donne confiance. Depuis des années, le projet n'arrive pas à briser son plafond de verre, connaît même des régressions et s'apprête maintenant à entrer dans un énorme bouleversement. Nouveau changement de team principal, potentiellement nouveau management, même avec l'arrivée d'un Oliver Hawks qui aurait un profil absolument différent. Peut-être prise de pouvoir des idées de Flavio Briatore également et qui mènerait peut-être à l'abandon des usines moteurs de Viry-Châtillon, ce qui est finalement l'abandon pur et simple de l'idée de Renault en Formule 1. Signer dans une équipe aussi instable, c'est quasiment impossible. Alpine n'a pas pu lui promettre grand-chose puisque tout s'apprête à changer encore demain. Et puis quand on regarde les déboires sportifs récents de l'équipe sur à peu près tous les plans et aussi la difficulté d'émerger médiatiquement avec une image claire sur la grille, bien oui, c'est logique de refuser Alpine aujourd'hui quand on est Carlos Sainz. Et mine de rien, c'est un nouveau petit coup porté au visage de l'écurie française. Et donc il y avait Williams qui, on va rapidement le voir, réunissait bien plus de points positifs que Audi et Alpine, voire peut-être même les deux réunis. Disons-le tout de suite, oui, c'est une petite équipe. Ils ont de gros problèmes, on l'a encore vu cette saison, où ils ont fait un mauvais début d'année avec un gros souci sur la fabrication et la conception des pièces cet hiver à l'usine. Le budget, il faut le dire aussi, est encore limité. Les ressources, les moyens et les modes de fonctionnement sont structurellement faibles. Voilà, ils n'ont remporté qu'une course sur les 20 dernières années. Ils ont terminé dans la dernière position 6 fois sur les 7 dernières saisons et on peut même élargir. Hormis un tout petit sursaut au début de l'ère hybride, en grande partie grâce au moteur de Mercedes, ça fait 20 ans que Williams n'est que dans la galère. Tout ça, c'est vrai, c'est clair, c'est incontestable, mais Williams, déjà, c'est une écurie qui est présente sur la grille, qui sait faire, qui est implantée, qui est stable, qui tourne, ce que ne sont pas ou ne sont plus Audi et Alpine. Et surtout, c'est une équipe indéniablement sur la pente ascendante. Alors oui, à l'instant T, 2024 est moins bien que 2023, mais voilà, si on regarde de manière globale, ça reste une évolution, et surtout sur le plus long terme, quand on regarde depuis 2016, depuis 2020, Williams revit et a repris une bonne direction. Et je pense que c'est l'argument numéro 1, le projet, le redressement de cette écurie mythique, de ce géant endormi depuis trop longtemps. Et ça, ce n'est pas qu'une utopie, qu'un rêve. Il y a des choses qui se mettent en place, qui donnent clairement envie d'y croire. Williams fait un excellent travail de fond, notamment dans le paddock. Et ça, évidemment, ça a commencé avec l'arrivée de James Valls il y a à peu près un an, qui est, on peut le dire un petit peu, le nouveau Toto Wolff.
Au-delà de la ressemblance, particulièrement dans la manière de s'exprimer je trouve, et la communication plus maîtrisée et directe, il y a aussi un mode de management qui a l'air assez similaire. Eh bien, il est la première pierre du projet Williams, celui qui doit reconstruire à la manière d'un Brown il y a quelques années chez McLaren. Il a fait son état des lieux l'an dernier, impulsé des premières directives qui mènent des changements de fond cette saison, et maintenant il veut accélérer en visant des vraies bonnes performances d'ici 2026. Signé chez Williams, c'est déjà cool vu le passif et le nom de l'équipe, clairement, un prestige qui est vachement associé, mais si en plus c'est une équipe qui est désormais stable, notamment financièrement et structurellement, qui tente de gommer ses manquements et qui a un vrai projet derrière, bah ouais, ça la rend hyper attirante. Williams se modernise dans l'image, c'est important, mais aussi et surtout dans la mentalité, dans les processus et dans les infrastructures. Tout est en train de se remettre à niveau. Et il y a aussi une proximité avec Mercedes, sur le moteur mais pas que, qui peut largement rassurer, et la perspective du règlement 2026 qui peut laisser espérer plus de performance. Être champion avec Williams un jour n'est absolument pas une pensée réaliste aujourd'hui, à l'été 2024, au moment où Carlos signe. L'écurie part de beaucoup trop loin, n'a rien fait en 20 ans et a peut-être même un petit plafond de verre de par sa relation petite sœur, grande sœur avec Mercedes, même si on voit que McLaren prouve qu'on peut faire mieux. Mais à choisir aujourd'hui, Williams offre à mon sens le meilleur environnement pour Sainz, le plus de garanties, le plus de stabilité et aussi finalement la plus forte hype, tout en ayant un potentiel réel. Autre argument en sa faveur, la durée de contrat qui arrange tout le monde. Williams, dans son communiqué, a parlé de 2025, 2026 et au-delà, puis après de 2025 et au-delà. Voilà, je pense clairement que Carlos a signé jusqu'en 2026 et après, on verra. Un choix logique et un contrat de beaucoup de pages d'après Gensals. Williams, on va dire, je pense, s'est plié aux conditions de Carlos. Et en fait, le marché a tellement bougé cet été en prévision de 2025 qu'il ne rebougera pas en 2026, pas de sitôt. Voilà, tout le monde s'est placé dès maintenant pour la révolution technique prochaine et on ne va pas rechanger à la veille parce que si jamais on se trompe, c'est une catastrophe. C'est fin 2026, quand la nouvelle hiérarchie aura émergé, que là, les cartes pourront enfin être redistribuées et on verra à ce moment-là quels pilotes pourront bouger et dans quelles équipes. Et finalement, si Williams est au top, Carlos aura le choix d'y rester. Et si l'équipe n'est pas au top, eh bien, il aura potentiellement l'opportunité contractuelle d'aller se replacer ailleurs. Le principal pour lui aujourd'hui, c'était de trouver une équipe fiable avec du potentiel et d'avoir la garantie de pouvoir se replacer dans 2, 3 ou 4 ans. Parce que lui, là, vu son âge, vu sa carrière, bah ouais, il est en train de jouer simplement son avenir, sa carrière en entier, là, sur les 2, 3, 4 prochaines saisons. Donc évidemment, Williams n'est pas parfaite. D'ailleurs, on l'a dit, il n'y avait pas de choix parfait pour Carlos, toutes choses prises en compte, mais clairement, assez largement pour moi, c'est l'équipe qui réunit le plus de ces critères. Je suis donc super heureux, plutôt enthousiasmé par ce transfert et surtout, c'est un énorme coup pour Williams qui chope un énorme pilote, un vainqueur de Grand Prix là cette saison qui a gagné 3 fois chez Ferrari. Vu son passif notamment récent, voilà, c'est un petit miracle et c'est une grande nouveauté pour l'équipe. Le duo avec Albon a clairement fière allure, c'est peut-être le 3, 4, 5e meilleur de la grille et ça va aussi être un test enfin pour Alexander Albon, j'ai hâte de voir ça. C'est surtout aussi la première fois depuis 8 ans que Williams a complètement le choix sur son duo de pilotes et que le numéro 2 ne lui est pas imposé ou trop faible. En fait, depuis le duo Massa-Bottas, on n'avait pas vu Williams être capable d'avoir le choix sur son line-up. Après un Stroll rookie et imposé, Sirotkin, même s'il n'était pas mauvais, Kubica qui était loin de son niveau, Latifi, puis Sargent, et ben voilà maintenant Albon, Sainz, enfin 2 grands pilotes. Ouf, ça va faire largement du bien à l'équipe, ça peut faire aussi une différence notable dans le midfield. Regardez, imaginez depuis l'an dernier si Williams avait 2 Albon, voire Albon plus un pilote un peu meilleur, ce qu'ils auraient pu faire. Clairement, ça ouvre un autre champ des possibles. C'est plaisant et ça rassure, ça montre que l'écurie, oui, est de nouveau attractive, notamment grâce à James Vowles. Elle prend de l'indépendance également puisqu'elle a réussi à ne pas se faire imposer de pilote rookie par Mercedes. Bravo Williams, l'avenir est enfin excitant. Pour terminer, comme toujours, un point sur la suite du mercato. Là, on vient d'avoir un énorme domino qui vient de tomber et officiellement, il nous reste 4 sièges, un chez Sauber, un chez Alpine, un chez Mercedes et un chez Racing Bulls.
Pour les flèches d'argent, maintenant qu'il n'y a plus de place chez Williams, l'hypothèse Andrea Kimi Antonelli directement chez Mercedes prend plus que jamais du sens. La seule hypothèse qui pourrait enlever ça, c'est une arrivée de Verstappen et peut-être Antonelli qui se ferait placer chez Alpine, qui est un futur client moteur. Mais bon, aujourd'hui, ça paraît assez improbable. Antonelli Mercedes, ça semble plus que jamais être le sens de l'histoire. Chez Sauber, on commence à se retrouver sans solution, les pistes déclinent une à une et signent ailleurs, il ne reste que des trucs un petit peu lointains comme Ricciardo ou Pérez, des paris sur la jeunesse que pourraient être Pourchaire, Maloney, Drugovic ou encore Paul Aron, il y a aussi Mick Schumacher, ou bien Valtteri Bottas. Eh bien oui, le Finlandais est un des grands perdants de la signature de Sainz chez Williams, puisqu'avant qu'on ne parle de ça, c'était lui qui apparemment était en pôle pour rejoindre son ancienne équipe, ce qui aurait été une splendide nouvelle pour lui. Là, il ne lui reste peut-être que l'option Alpine, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment intéressé, et ou alors rester chez Sauber. On verra, peut-être que plus le temps passe, plus les pistes se refusent à l'équipe allemande, plus Valtteri a une chance d'y rester. On verra, mais la situation n'est pas idéale pour lui. Alpine, elle aussi, a perdu sa piste numéro 1 et va devoir choisir entre ce qu'il reste, c'est-à-dire Bottas, Zhou, Ricciardo n'y croit pas, Pérez pas vraiment non plus. Et après, il y a Doohan, Martins ou Schumacher. Peut-être que Doohan est en pôle, c'est ce qu'on nous disait il y a 1 ou 2 mois. Mais gardons un œil aussi sur l'hypothèse Antonelli. Bref, pour Alpine, ça va être une situation qui ne sera pas idéale. Et puis enfin, il y a le bazar dans la famille Red Bull avec 5 pilotes pour 3 sièges en vue de 2025. Là, pour la fin 2024, Pérez et Ricciardo viennent d'être confirmés à leur position. Il n'y aura pas d'échange, ok, mais que se passera-t-il l'an prochain vis-à-vis notamment des cas Lawson et Hadjar? Pour l'instant, incertitude totale. Et enfin, dernier point de cette vidéo, comme pour Magnussen il y a maintenant 2 semaines, eh bien cette annonce signe la fin de la carrière de Logan Sargeant en Formule 1. Tout évidemment sauf une surprise ou même une injustice. Son bilan et le niveau des autres ne pouvaient que le conduire à cette issue. On fera sûrement le point sur sa carrière en Formule 1 une fois qu'elle sera terminée après Abu Dhabi. Voilà, vous savez ce que je pense de la signature de Carlos Sainz chez Williams, de son refus par rapport à Alpine et Audi et de la situation globale du mercato à ce jour. J'attends désormais vos avis en commentaire pour pouvoir en discuter et si la vidéo vous a plu dans ce cadre tout à fait bucolique, eh bien n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner. Merci de votre écoute. On termine avec Enzo Ferrari qui remercie Carlos Sainz pour les nombreux services rendus à la Scuderia et qui souligne qu'à la fin de la saison, son duo avec Charles Leclerc deviendra le 2e plus utilisé de l'histoire de Ferrari derrière le mythique Schumacher-Barrichello. A bientôt.